Bonjour à tous. Je voudrais déjà remercier Sylvie de sa présentation, mais bon, la pédiatrie c'est différent du monde adulte. On sait qu'ils sont en avance sur nous, mais c'est un peu différent. Donc je m'appelle Emeline Rosset, je suis infirmière en réanimation à l'hôpital d'Argenteuil. Je suis membre de la commission du congrès infirmier de la SRLF et je remercie mes collègues de m'avoir fait participer à cette controverse. Pour commencer, quand j'ai interrogé les gens autour de moi, qu'est-ce qu'une situation d'urgence? Qu'est-ce que ça représente pour nous? Ça représente pas mal de choses et dont ce qui est représenté ici, une planche à masser qui va faire du bruit, la mort, le stress, beaucoup de monde dans une chambre quand il y a une réa, du sang, l'urgence, je pense que c'est notre quotidien et c'est ce que ça représente en tout cas pour moi. Donc voilà comment je vais essayer de vous convaincre à mon tour que il ne faut pas le faire. Donc avec une définition, la revue de la littérature, des études auxquelles j'ai participé dans mon service. Je vais reparler des visites 24 heures sur 24, du syndrome de stress post-traumatique, du syndrome d'épuisement professionnel et je ferai une petite conclusion. Et qu'est-ce que l'urgence? Dans le Larousse, simplement, c'est la nécessité d'agir vite. C'est une situation dans laquelle un diagnostic, un traitement doivent être réalisés très rapidement. Une situation qui peut entraîner un préjudice irréparable. Donc je pense qu'au moment d'une situation d'urgence, que ce soit un arrêt cardiaque, etc., je pense que notre attention doit être ciblée sur le malade et pas penser « tiens, je vais aller chercher sa mère qui est en salle d'attente pour lui demander si elle veut qu'elle... » je pense qu'à ce moment, on n'a pas le temps de réfléchir à ça. Et dans la littérature, je vais commencer par un article que j'ai trouvé dans le Figaro qui a été publié en 2006 et qui s'appelle « Polémique sur la présence des familles de la réanimation », en vous expliquant ce que les gens ont compris et ce que les gens savent. Depuis 1994, on sait tous à la télé, il y a plein de séries... médicales, urgences, Grey's Anatomy, etc. Et il faut savoir que 92% de ce que c'est le public d'une réanimation cardio-pulmonaire, c'est ce qu'ils ont appris à la télévision. Donc c'est quand même un chiffre important, à mon sens. En 1996, des chercheurs du Duke University Medical Center ont visionné ces programmes et ils ont pris 64 patients fictifs de ces séries qui ont subi un massage cardiaque et une ventilation. Et ils ont comparé à la fois ce qu'on avait dans les scénarios et ce qui se fait vraiment dans la littérature médicale et ce que l'on peut trouver dans nos lits de réanimation. La survie immédiate de ces patients fictifs, dans les scénarios, c'est 75%. Nous, si on l'avait dans notre réanimation, ce serait 40%. Presque la moitié. À long terme, les patients fictifs survivent à 67%. C'est génial. Les faits, c'est moins de 30%. Donc beaucoup moins de la moitié. Donc quand on sait que 92% de ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils ont vu à la télé, c'est pas la réalité. D'autant plus que ces familles qui après arrivent en réanimation, ils ont des espoirs de miracle, des choses, ils pensent qu'on peut tout faire. Des fois on peut pas. Donc ça, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est ce que dit ce réanimateur. Il dit qu'il faut s'imaginer les saignements artériels, les bruits des côtes cassées, du vomi, des excréments, des convulsions, des cris de lutte, des ordres, des commandements qui se télescopent dans les chambres. Il y a beaucoup de monde, il y a tout ça. C'est pas forcément... ça peut être choquant aux yeux de ceux qui connaissent pas. Nous, c'est notre quotidien, mais à la maison, c'est pas ce qu'on voit non plus dans les séries. Dans ce même article, en 1999, il y a un médecin qui a interrogé ses collègues sur la présence des familles. Et 98% de ses collègues chirurgiens et 80% des infirmières étaient contre la présence des familles, quel que soit le moment des soins. Donc là, on ne parle même pas de situation d'urgence, on parle en général. Une autre étude qui est apparue dans l'American Journal of Critical Care de 2007. Donc il y a eu 554 professionnels interrogés lors d'une conférence de soins intensifs. 343 avaient fait l'expérience de présence de famille, donc là je ne parle pas forcément de situation d'urgence. Et pareil, encore un bon nombre de médecins et d'infirmières et autres professionnels se sont opposés à la présence des familles pendant les soins. Donc majoritairement, on ne veut pas qu'ils soient là. Quelles étaient les raisons évoquées? C'est le traumatisme psychologique pour les familles, de voir tout ce qui peut se passer dans la chambre, l'anxiété de la performance des prestataires de soins de santé et les distractions par les membres de la famille parce qu'ils sont là et qu'on ne peut pas les laisser contre un mur dans un coin à nous regarder et attendre que ça se passe. Dans une autre étude, encore une fois, les professionnels de santé déclaraient que la famille, ça va entraîner des perturbations lors des procédures ou entraîner des interférences avec les traitements. C'est exactement ce que je vous disais avant, que les professionnels craignaient que les familles des patients puissent être émotionnellement vulnérables et devenir trop nerveux, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ces situations, et par manque de connaissances et de compréhension sur les tentatives de réanimation et des procédures invasives, puisque 92%, c'est ce qu'ils voient à la télé. 3 autres préoccupations du personnel qui étaient citées.
Ce sont les problèmes juridiques, puisqu'on a tous la crainte que d'être regardé, ça va entraîner des problèmes, des plaintes dans le service. Une augmentation de l'anxiété sur les performances parce qu'on serait critiqué, regardé, observé. Et une pression supplémentaire pour prolonger la réanimation inutilement parce que avec la famille, on a envie de faire plus, on ne veut pas arrêter, on ne veut pas leur dire que c'est fini, etc., etc. Et les autres, comment font les autres? Effectivement, il y a plein de recommandations, comme on a cité Sylvie, et comme il en existe pas mal, mais on n'a pas tous la même culture, on ne fait pas tous la même chose. Déjà, entre la pédiatrie et les services adultes, c'est différent. Et est-ce qu'on peut se demander si ce qui est fait chez les autres, c'est possible chez nous? Je pense qu'on a déjà tous des services différents, on ne fait déjà pas tous la même chose. Donc, exploiter ce que font les anglo-saxons chez nous, il faut se poser la question. Je ne sais pas. Maintenant, je vais vous parler d'études auxquelles j'ai participé, qui se sont faites dans mon service. Je vais vous en parler de 3. La première, on l'a fait en 2009, qui s'appelait l'évaluation de la participation des familles aux soins. Donc là, on leur demandait s'ils voulaient participer ou pas. C'est une étude qui avait pour objectif d'évaluer la faisabilité, la satisfaction et le stress engendrés par la participation des familles aux soins. Donc c'est un questionnaire qu'on a remis aux soignants, aux familles et aux patients. Et donc là, je vous ai mis l'opinion des patients et des proches. Donc en vert, c'est ce qui est possible que tout le monde fasse et que tout le monde voit. Et en rouge, c'est les soins non éligibles. Et ce qui ressort, c'est que la réanimation d'un ACR, c'est non éligible, c'est pas possible et ils n'ont pas envie d'être là. Une deuxième étude en 2011 qui évaluait la présence des familles pendant les soins et la qualité des soins. Donc c'est un questionnaire qu'on a à nouveau distribué dans tout le service à 40 personnes. Donc 70% ont répondu et on évaluait la participation des familles aux soins et la présence des familles aux soins. Et on leur a demandé est-ce que la présence des familles pendant une réanimation cardio-pulmonaire c'était possible selon les soignants de mon service. Et ils ont répondu à 60% qu'ils étaient contre. Donc c'est quand même une majorité dans le service. Pour différentes raisons. La raison principale, c'était le traumatisme psychologique pour les proches, le manque de place dans la chambre, parce que on est déjà nombreux, donc si on rajoutait la mère, le père, la sœur, le frère, ça ferait encore plus de monde. L'anxiété générée chez les soignants présents du fait d'être regardés, la gêne à effectuer les soins appropriés, et le manque de personnel pour expliquer, parce que comme disait Sylvie, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui puisse expliquer. On sait que déjà dans nos services, on manque de personnel, donc si on doit détacher quelqu'un pour expliquer à la famille tout ce qu'on est en train de faire, il faudrait qu'on soit un peu plus nombreux dans les effectifs. Les raisons favorables, là c'est pour revenir sur ce que disait Sylvie, ça permet aux proches d'être présents jusqu'au dernier instant, la certitude que tout a été fait, ça aide les proches dans le processus psychologique de deuil, etc. etc. Mais bon, dans mon service, il n'y avait pas tant que ça qui était favorable. Les limites de cette enquête, c'était que c'était motonocentrique, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui a répondu, c'était déclaratif, et donc du coup on a décidé de la faire au niveau national, et donc c'est la dernière étude de 2012, avec la présence et la participation des familles aux soins en réanimation adulte, acceptabilité chez les professionnels de santé en réanimation en France. Et donc là, cette étude, il y a 760 personnes qui ont répondu, donc déjà on est sur un panel plus élargi, une majorité de médecins, un petit peu moins d'infirmiers. Et déjà, ce qu'on remarque, c'est que 31,3% déclarent que leur réanimation est ouverte 24 heures sur 24. Donc, ça veut dire qu'un tiers, ce qui est peu. Et pareil, on leur a posé la question, et là, encore une fois, à 74,6%, les soignants étaient défavorables à la présence des familles pendant une RCP. Donc, ça rejoint ce qu'ils disaient dans le service, mais c'est quand même un chiffre important. Les avis et les raisons, c'était les mêmes, le traumatisme psychologique, le manque de place, etc., comme les avis favorables d'ailleurs. Et donc du coup, moi je voudrais revenir sur les visites 24 heures sur 24 parce que je pense que pour qu'on puisse permettre aux familles d'être présentes dans les situations d'urgence, il faut peut-être déjà commencer à ce qu'ils soient présents dans nos services tout le temps. Et quand on a demandé tout à l'heure qui avait des horaires de visite 24 sur 24, il n'y en avait déjà pas beaucoup ici. Et les visites 24 heures sur 24, c'est une culture de service, une volonté d'équipe sous couvert d'un chef de service, donc il faut que tout le monde soit d'accord. Et on sait que la culture d'ouverture des visites en France, c'est pas quelque chose de prédominant, ni dans le monde d'ailleurs, plusieurs études l'ont montré, car le bénéfice et l'absence d'effets délétères pour une telle politique ne sont pas démontrés. Il y a une résistance au sein des équipes soignantes, une étude de 2007 le montrait très bien, tout comme une étude de 2011 auprès de 97 services de réanimation français, dont lesquels ressortait que 97% des services avaient une politique de restriction des visites. Donc comment imaginer qu'on puisse proposer aux familles d'être là tout le temps, notamment dans les situations d'urgence, si déjà on ne leur propose pas d'être là tout le temps quand il ne se passe rien.
Une étude belge qui a été réalisée aussi auprès de 60 réanimations qui pratiquent des horaires fermés. Et là, les soignants estiment que les horaires libres gêneraient leur planification des soins. Donc on revient sur la première controverse de tout à l'heure. Et là, j'ai trouvé une étude de Robert Debré, donc de la pédiatrie. Et donc, il s'intitulait « La présence des parents en réanimation pédiatrique, de l'harmonie au désordre, quel repère pour les soignants ?» Donc, c'est une étude qui a été faite sur la base de relations parents-enfants et que cette relation peut entraîner des réticences au sein des équipes soignantes. Et donc, là où en pédiatrie, tout est possible et tout est réalisable, et en fait, les résultats de cette enquête montrent que 31% des soignants sont très insatisfaits des allées et venues des familles du fait des visites 24 heures sur 24, que 50% d'entre eux souhaitent le changement d'horaire de visite, donc un temps plus court, et que la présence des familles, c'est un accompagnement, c'est du temps, de la disponibilité, et que ça peut être un facteur de stress pour les soignants. Donc, dans cet univers pédiatrique où la libéralisation des horaires de visite, où tout est possible, tout est réalisable, finalement, ils font peut-être un petit retour en arrière et peut-être que chez nous, du coup, on n'est pas si en retard que ça. Je vais vous parler du syndrome de stress post-traumatique rapidement. Qu'est-ce que le syndrome de stress post-traumatique? C'est l'ensemble des réactions qui peuvent se développer chez une personne après qu'elle ait vécu, été témoin ou confrontée à plusieurs événements, durant lesquels des individus ont pu trouver la mort, être gravement blessés ou durant lesquels son intégrité physique ou celle d'autrui avait pu être menacée. Le syndrome de stress post-traumatique, c'est reconnu et évalué chez les proches des patients hospitalisés en réanimation, qui vont exprimer des sentiments d'impuissance, de frustration liés à la séparation physique de leurs proches, l'incertitude vis-à-vis du pronostic et l'incompréhension du diagnostic. Une étude qui a été réalisée sur 284 proches dans 21 services de réanimation française montre qu'il y a un risque élevé de 33% des proches de patients hospitalisés en réanimation après leur sortie de faire un syndrome de stress post-traumatique. Et que le risque est d'autant plus élevé lorsque le patient est décédé, lorsqu'ils sont impliqués dans une décision de fin de vie à 81% et chez ceux qui ont souhaité plus d'informations. Et là, on peut se demander si le fait de les faire entrer dans la chambre, c'est peut-être pas les impliquer un petit peu dans la décision de fin de vie et augmenter donc le risque de syndrome de stress post-traumatique qui quand même est à 80,8% chez eux. C'est quand même pas négligeable. Le syndrome d'épuisement professionnel, ça nous concerne. La réanimation est un environnement stressant pour les soignants, du fait de la sévérité des patients, de la détresse des familles, du conflit au sein des équipes et de la gestion de la fin de vie. Une étude du congrès de la SRF de 2012 met en évidence 2 facteurs d'épuisement professionnel, le nombre de patients décédés dans les 7 jours et le sentiment de solitude lors de l'accompagnement d'un patient en fin de vie. Donc déjà que sur nous, c'est un travail difficile de gérer les patients en situation de fin de vie et donc les situations d'urgence. Si on devait en plus gérer la famille, les laisser rentrer et les gérer au quotidien, je ne pense pas que ce soit si facile que ça. Que conclure? Que la présence des familles, c'est recommandé, ça on l'a dit, avec les horaires de visite 24 heures sur 24. Que dans les études que j'ai montrées de mon service et l'étude nationale, que les soignants sont majoritairement contre, que les patients et les proches enfants ne sont pas très pour, voire plutôt contre, donc il ne faudrait pas le faire. Mais bon, je ne suis pas quelqu'un de borné. Donc je vais vous dire que pourtant c'est possible en France et en pro-hospitalier, notamment avec la dernière étude qui a été faite au mois de mars, parue dans le New England Journal of Medicine. Mais qu'il ne faut pas le faire n'importe comment, c'est ce que disait Sylvie à la fin de son topo, qu'il faut un soignant accompagnateur, qu'on ne peut pas le faire avec toutes les familles, qu'on vienne des quartiers nord de Marseille ou de Vendée, je pense que les familles, face à la situation d'urgence, peuvent réagir de la même façon, que ce n'est pas obligatoire, qu'on peut le faire de temps en temps peut-être, qu'il faut changer les cultures de service, mais je pense qu'il faut commencer par ouvrir les horaires de visite pour que les familles puissent être là tout le temps. Je vous remercie.